Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble la suite de notre trade sur BTC, on va regarder rapidement ETH et je vais répondre aussi à une question qui m'a été demandée en commentaire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre à cette question en vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre et vous partager simplement quelle est ma vision des choses concernant euh, bah, je dirais le marché de manière générale, le marché mondial, le marché financier. Alors juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est vraiment de plus en plus nombreux, donc merci et bienvenue à tous. Je vais vous mettre, là, le temps de poster cette vidéo, je vous mettrai, comme je vous avais dit, un sondage pour savoir quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. J'en ai déjà pas mal, mais je vous posterai d'autres choses. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, on va passer directement à la partie analyse. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, hier, je vous avais dit qu'on avait donc notre première zone de TP qui avait été prise, deuxième zone de TP, je vous rappelle qu'on a pris un trade, on a ouvert un trade à 40 600 dollars, qu'on a mis notre stop à la base à 38 500. Une fois que le TP1 a été pris, on a remonté notre stop juste en dessous des 39 500. Et dès que le TP2 a été pris, c'était hier, ouais, hier c'est ça, eh bien on a remonté notre stop à break-even juste ici aux alentours des 40 600 dollars. Comme ça, maintenant, on ne peut plus perdre d'argent. C'est-à-dire que sur ce trade, on a récupéré au total 20 et 30% de profit, donc 50% de profit sur, sur notre position. Enfin, on a récupéré des profits avec 50% de notre position. Et donc maintenant, avec les 50% restants, soit on va venir chercher notre dernière zone, c'est-à-dire aux alentours des 45 000 dollars, ou soit on va maintenant chuter, et dans ce cas-là, on va se faire sortir du marché à notre point d'entrée, donc on ne perdra pas d'argent avec les 50% restants. Donc maintenant que ça s'est dit, notre TP1, TP2 ont été pris, notre dernier TP est aux alentours des 45 000, donc moi j'ai mis un ordre juste en dessous, aux alentours des 49 950, 49 900 dollars. Donc il nous reste globalement ici une montée de 3-4% pour atteindre notre objectif, et suite à ça, on verra simplement comment le cours évolue. Si on a un cours qui fait ça et qui se met à faiblir dans cette zone et qui réintègre le range, l'eau du range en recassant à la baisse, dans ce cas-là, ce sera vraiment baissier et on cherchera plutôt des opportunités de shorter pour pouvoir reviser au moins le bas du canal. Après, il y aura des objectifs intermédiaires, mais voire plus parce qu'on a toujours la zone aux alentours des 33 000 dollars qui, je pense, souhaite être testée par le marché dans plus ou moins longtemps. Hier, je vous avais dit qu'on risquait d'avoir une petite correction, parce qu'on voyait le cours ici avec une grosse accélération et derrière temporisation. On avait vu ici première mèche qui vient récupérer notre stop, deuxième mèche qui vient aussi au niveau de, enfin pas notre stop mais notre TP, et qu'on avait de la divergence sur le MACD, donc on avait vraiment le MACD qui descendait alors que le cours montait, 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 et donc ça c'était plutôt baissier. Donc pour ça je vous avais dit qu'on avait deux possibilités, soit on venait dans ce carré vert et on retrouvait de la force, on continuait de monter, ou soit on allait avoir perte de force ici et donc aller plus bas aux alentours des 40 500 à 39 700. Et bien écoutez, pour l'instant cette zone elle tient. Le prochain objectif maintenant c'est de repartir à la hausse. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a fait de la divergence sur la descente. Donc maintenant on cherche des achats et on cherche plutôt à accélérer à la hausse, casser toute la zone des 43 800 et venir chercher notre point haut des 45 000 dollars. Rien de plus à dire sur BTC. Concernant ETH, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, sur ETH, on est vraiment en train de poser beaucoup de creux ascendants. Ici, on avait un creux ascendant qu'on est venu combler aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, c'est ça. Donc on avait de la liquidité à venir récupérer. Si on prenait point bas, point haut, ça représentait ici notre rectangle vert. Et donc tant qu'on trouve de la force ici, l'objectif c'est de faire un nouveau sommet ascendant. Malgré ça, quand je vois une structure comme celle-ci, avec vraiment des sommets ascendants, c'est-à-dire que tous les vendeurs qui mettent leur stop ici, on les sort, les vendeurs ici, on les sort, les vendeurs ici, on les sort, les vendeurs, on les sort, on sort tout le temps les vendeurs. Les acheteurs, par contre, qui rentrent, ceux qui ont acheté ici, qui ont mis leur stop en dessous, leur stop en dessous, leur stop en dessous, leur stop en dessous, etc., on les sort très peu. Ici, on en a sorti un petit peu, mais quand même très peu, on en a toujours ici. Là, on en a sorti quand même pas mal, c'est bien, mais on en a quand même beaucoup qui attendent au sud, en dessous des 2165. Donc je pense que même si on vient dans la zone rouge sur ETH qui correspond aux 2500 à 2600 dollars, derrière, il y a une forte probabilité que le marché perde de la force. Et si on perd de la force ici, l'objectif sera de revenir au minimum bas de canal en dessous des 2160 dollars. Pourquoi pas venir carrément récupérer toute la liquidité en dessous du canal, en dessous du range, tout simplement en dessous des 2100 dollars.
Donc voilà pour ETH. Maintenant, on va passer rapidement à ce que je voulais vous partager et donc qui est juste ici. De la part de ML6043 qui m'a envoyé ce message, j'ai vu une vidéo dans laquelle ils expliquent que les entreprises qui investissent ne le font pas forcément à partir des analyses techniques, mais principalement par rapport au comportement d'achat et de vente du moment. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que la raison pour laquelle on dit que le Bitcoin est souvent imprévisible et nous réserve des surprises? Il y a 2 jours, la majorité des youtubeurs crypto ont mis un short, donc on parie à la baisse, en pensant que le BTC allait chuter. En fait, non. Quand tout le monde prévoit la même chose et le clame partout, c'est généralement l'effet inverse. Je me trompe? Alors, il y a vraiment plusieurs questions et je trouvais ça vraiment très très intéressant d'y répondre. Déjà, c'est que mon avis personnel. Hein. Je ne pense pas avoir la vérité absolue. Je pense quand même que j'ai un minimum d'expérience sur le marché des cryptos et sur le marché du trading et de l'investissement de manière globale. Et donc, que mon avis peut vous intéresser. C'est pour ça que je vous le partage en toute humilité. Alors, déjà sur la première partie. Les entreprises investissent pas forcément sur la partie technique, mais principalement sur le comportement d'achat et de vente. Alors, en fait, le comportement d'achat et de vente est un indicateur. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme un indicateur en tant que tel. Maintenant, je pense que c'est important de dissocier dans les entreprises dont il parle. Est-ce qu'on parle des entreprises de tous les jours ou est-ce qu'on parle des quelques entreprises qui dominent et qui gèrent, qui manipulent le marché? Parce que ma vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, dans les différents marchés financiers, on a quelques grosses entreprises comme BlackRock, Ark Ventures, etc. Des gros fonds d'investissement. Je pense vraiment qu'ils ne sont pas nombreux. Je dirais une dizaine de fonds d'investissement, globalement peut-être plus, mais enfin on s'en fiche, c'est pour donner un exemple. En gros, selon moi, il y a une dizaine de gros fonds d'investissement qui manipulent complètement les marchés et qui sont capables de faire un petit peu ce qu'ils veulent pour continuer de s'enrichir. Et donc, ça ne leur pose pas de problème de payer les médias, de divulguer n'importe quelle information, fausse ou vraie, peu importe, pour faire peur ou bien pour apporter de l'euphorie aux particuliers qui ne connaissent pas grand-chose. Et donc pour moi, il faut vraiment dissocier déjà les deux. Si on parle des entreprises de la vie de tous les jours qui investissent un petit peu, c'est possible que certaines n'investissent pas par rapport aux analyses techniques si elles n'en ont pas les compétences et donc elles essayent juste de voir le comportement d'achat et de vente, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans les cryptos en ce moment parce que c'est à la mode. Et donc elles investissent un peu n'importe comment et il y a beaucoup d'entreprises qui perdent de l'argent. Donc c'est pas parce que c'est une entreprise qui investit qu'elle va forcément faire de l'argent. C'est pas du tout le cas. Maintenant, si on prend les entreprises qui, selon moi, manipulent le marché, comme BlackRock, comme, je sais pas, 21 Shares, etc. Non, 21, non, bref, BlackRock et les autres fonds d'investissement. Mais en fait, je pense que ils se basent sur beaucoup de choses, que ce soit les analyses graphiques, que ce soit le comportement d'achat et de vente, et qu'ensuite, ils vont divulguer les informations qu'ils veulent pour se permettre à eux-mêmes de rentrer ou de sortir du marché. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. C'est que, mettez-vous dans la peau d'un BlackRock, par exemple. Imaginons que vous ayez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous ayez 50 milliards de dollars. Donc vous avez 50 milliards de dollars à investir. Ok? Vous voulez investir 50 milliards de dollars sur BTC. Ok? Donc vous avez 50 milliards et vous voulez, je sais pas, acheter vos BTC aux alentours, je sais pas, on va se mettre en daily, clac. Vous voulez acheter pour 50 milliards de dollars de BTC aux alentours des 20 000 dollars. Attendez, on n'est pas sur le bon truc là. Clac, clac. Ok. On va se remettre en daily. Parfait. Ok, du coup, si vous voulez investir 50 milliards de dollars aux alentours des 20 000, quand le BTC est vers 20 000, donc à peu près par ici, comment est-ce que vous faites? Parce que si vous voulez acheter pour 50 milliards de dollars de BTC, il faut qu'il y ait 50 milliards de dollars de BTC en vente à ce moment-là. Parce que si, quand vous voulez acheter, l'ensemble des particuliers, des petits particuliers qui, eux, vont investir 1000 dollars, 500 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars, etc., si tous ces petits portefeuilles veulent aussi acheter en même temps que vous ne pourrez pas acheter pour 50 milliards de dollars. Il faut que quand vous ayez envie d'acheter pour 50 milliards de dollars, il faut qu'il y ait en face plein de gens qui vendent au total pour 50 milliards de dollars. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? La meilleure manière de faire, si on était à leur place, c'est déjà de communiquer complètement l'inverse de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que ça a été prouvé qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont tweeté, qui ont fait
qui ont en tout cas échangé qui ont échangé autour du BTC en disant BTC c'est nul, 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 il faut pas investir dans BTC, c'est vraiment pourri. Et en même temps, on voyait qu'ils investissaient sur BTC. Et à l'inverse, quand les mêmes fonds d'investissement disaient que BTC c'était génial, qu'il fallait en acheter, que c'était vraiment super, bah en même temps, ou quelques semaines, quelques jours avant ou après, on voyait que ces mêmes entreprises, elles étaient en train de vendre leur BTC. Donc en fait, il faut juste comprendre que pour qu'une entreprise puisse vendre des grandes quantités de BTC ou puisse en acheter une grande quantité, il faut qu'il y ait plein de particuliers qui fassent l'inverse. Donc maintenant, première chose, donner des fausses informations et communiquer pour donner envie soit d'acheter, soit de vendre aux particuliers. Deuxième manière qu'on pourrait faire, c'est payer les médias, tout simplement. Imaginez que je me mette maintenant à payer la BBC pour faire un placement de produits sur Bitcoin, sur XRP, sur Ethereum, etc. Parce que moi, j'ai prévu de vendre plein de BTC. Et donc, je paye des gros médias américains, des gros médias internationaux pour qu'ils vantent les mérites du BTC. Comme ça, je sais qu'il y a plein de nouveaux particuliers qui vont arriver sur le marché pour en acheter. Et moi, c'est parfait parce que j'ai prévu d'en vendre ici. Donc si j'ai prévu de vendre plein de BTC pour 50 milliards de dollars de BTC, bah, il faut que j'ai plein de nouveaux particuliers qui arrivent d'un coup, qui veulent tous acheter en même temps massivement sur BTC. Et donc, le portefeuille de toutes les personnes réunies va faire, je ne sais pas, peut-être 20, 30 milliards de dollars au total. Et donc, tous ces gens qui vont acheter, ils vont acheter dans la poche de qui? Dans ma poche à moi. Donc, dans mes 50 milliards de dollars de BTC que je mets en vente, ils vont peut-être m'en acheter pour 30 milliards de dollars. Et du coup, ce qui va faire que je vais pouvoir prendre beaucoup de profit. A l'inverse, je vais faire exactement l'inverse quand je vais vouloir acheter pour 50 milliards de dollars par exemple. Je vais faire la même chose, je vais payer les médias pour dire que BTC c'est mort, les mineurs sont en train de débrancher, c'est la catastrophe, que BTC pourra jamais être intégré en tant qu'ETF, que BTC pourra jamais rien faire, etc. Et bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être jouées juste sur les médias. Et donc l'objectif d'un gros fonds d'investissement qui a vraiment beaucoup d'argent, bah, c'est simplement de trouver des contreparties en face. Et quand j'ai envie d'acheter, j'ai 50 milliards, il faut que je trouve des contreparties qui veulent vendre. Et quand je veux vendre, il faut que je trouve des contreparties qui veulent acheter. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour revenir à ta question, je pense personnellement que la première chose que les très gros fonds d'investissement font, c'est manipuler le marché. Maintenant, la raison pour laquelle moi je fais de l'analyse technique, c'est que la technique, elle ne ment pas, contrairement que ce soit le comportement d'achat, que ce soit les différentes données qu'on peut avoir sur différents sites, que ce soit les informations qui sont communiquées sur les réseaux, etc. Tout ça peut être manipulé. Par contre, des analyses techniques graphiques, ça ne peut pas être manipulé. Tout ce qu'on voit ici, on peut l'expliquer. En tout cas, on essaye de l'expliquer et de l'interpréter. Et en fait, à force de l'expliquer et de l'interpréter, c'est ce qui va me permettre d'être de plus en plus précis sur mon analyse et donc de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui va se fier simplement à ce qui se passe et ce qui se dit, ou bien quelqu'un qui va faire des analyses techniques comme moi et qui va prendre vraiment des décisions un peu robotiques, rationnelles, juste sur des éléments techniques. Par exemple, ce que je peux dire techniquement, c'est que quand on a une phase de bulle, derrière, on a besoin, quand la bulle, elle éclate, donc là, la bulle, elle éclate, bref, je ne vais pas vous expliquer comment on sait que la bulle éclate, mais bref, les élèves savent très bien parce que je leur ai déjà expliqué. Quand la bulle éclate, derrière, on a besoin d'avoir une correction aux alentours de 80 à 90% de correction de tout le marché haussier. Et donc pour ça, on a juste besoin de prendre un Fibonacci. On prend l'ancien point bas, on prend le point haut, et on a juste ici à prendre un rectangle entre 0,786 et 0,886. Et on sait que tout ce qui est dans cette zone est une super zone d'achat pour BTC. Et je veux dire, c'est vraiment très simple de faire ça. Mais pour autant, très peu de gens vont le faire parce que très peu de gens sont au courant. Donc ce qui va se passer, c'est que on sait qu'un marché a de grandes probabilités de revenir entre 80 et 90% suite à l'éclatement d'une bulle. Et donc à ce moment-là, je sais que dès que j'arrive dans ma zone des 80-90%, si jamais j'ai un marché qui se retourne dans cette zone, et là typiquement on a un super W qui fait que le marché se retourne, alors je sais que c'est une super zone pour rentrer. Et peut-être que les gros fonds d'investissement ne vont pas réfléchir de la même manière parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est surtout essayer d'acheter bas et revendre haut. Mais ce dont ils ont besoin, c'est faire paniquer les gens. C'est-à-dire, ils vont peut-être acheter massivement ici
Ils vont dire aux gens que c'est nul, les médias vont s'en emparer pour dire que le BTC est catastrophique, qu'il va se faire bannir en Chine, etc. Les gens paniquent, ils vendent tous en même temps, ce qui permet à un fonds d'investissement d'acheter, je dis n'importe quoi, pour 10 milliards de dollars. Ensuite, pareil, ils ont encore 10 milliards à acheter. On va repayer les médias, on va rebalancer des news de merde pour que les gens vendent comme des cochons et on va reacheter pour 10 milliards. Pareil encore une fois ici, ce qui va faire qu'à chaque fois des gros fonds d'investissement vont acheter pour 10, 20, 30 milliards, 40, 50 milliards, enfin bref, beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, quand ils ont fini de tout acheter, ils vont mettre en place un narratif haussier pour donner envie aux gens d'acheter, pour que le cours commence à monter. Et du coup, les gens vont commencer à acheter, paf, on va faire des grosses chutes brutales pour sortir les gens. On va les faire acheter, chute brutale pour faire sortir les gens. On les fait acheter, chute brutale pour faire sortir les gens, etc. Et dès qu'on arrive dans des zones où tout l'argent qu'on a acheté ici et là, on a envie de le revendre plus haut, quand on arrive dans les zones où on a envie de revendre, et bien là, cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va faire croire à tout le monde que ça y est, le BTC va aller à 100 000, 150 000, 200 000 pour que les gens se disent qu'ils achètent maintenant et se faire complètement avoir. Nous, graphiquement et techniquement parlant, ce qu'on va simplement faire, c'est suivre des analyses techniques qui vont nous aider à connaître des zones de vente. Par exemple, on va prendre notre Fibo, point haut, point bas, et on sait que globalement, dans cette zone de rechargement entre les 0,61,8 et les 0,78,6, on risque d'avoir des retournements de marché. Et donc ici, typiquement, quand vous avez derrière un cours qui rentre dans la zone de rechargement et qui se fait complètement rejeter, bah vous savez que vous avez de grandes probabilités ici derrière de revenir en bas de canal et donc d'avoir une chute du BTC de, vous voyez, 17-20%, ce qui est quand même beaucoup au final. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question sur la partie analyse technique et comportement d'achat. Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur une seule chose et savoir le faire à la perfection. C'était vraiment mon deuxième point, c'est que je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur un seul élément, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le business, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amours, enfin dans n'importe quoi, focaliser sur une seule chose et le faire vraiment bien. Et moi, c'est ce que je fais avec l'analyse technique, j'essaie de le faire vraiment bien, de le faire de la meilleure manière possible, et je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne et ce qui fait la différence entre mes résultats et les résultats d'autres personnes avec qui j'ai échangé il y a déjà beaucoup d'années et qui n'ont aucun résultat aujourd'hui. Est-ce que la raison pour laquelle on dit que le Bitcoin est souvent imprévisible et nous réserve des surprises, je pense que ça c'est complètement faux. Le Bitcoin n'est pas du tout imprévisible et je pense d'ailleurs que les analyses techniques que je fais le montrent. En tout cas, j'essaye de le montrer pour montrer que c'est pas si imprévisible et que c'est plutôt simple à détecter, comme trouver les tops de marché, trouver les bottoms. Le bottom, je viens de le montrer. Et c'est pas imprévisible, c'est juste qu'il faut être capable à un moment donné de mettre en place plusieurs scénarios. Et ensuite, une fois que vous avez plusieurs scénarios, comment je réagis si mon scénario 1 se valide? Comment je fais si mon scénario 1 s'invalide? Comment je fais si mon scénario 1 se met en place, puis finalement s'invalide et que le scénario 2 se met en place? Et c'est juste être capable de jongler entre les différents éléments. Mais je trouve pas du tout que c'est imprévisible. Au contraire, je trouve que c'est très prévisible. Et c'est pour ça que j'investis, que je traite beaucoup sur les cryptos et sur BTC, parce que je trouve que c'est prévisible et que c'est pas très compliqué au final. Il y a 2 jours, la majorité des youtubeurs crypto ont dit qu'il fallait shorter en pensant que le BTC allait chuter. Ben en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est important de se rappeler que la majorité des gens dont tu parles, c'est des youtubeurs crypto. Bon, oui, j'en fais partie, très bien, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens vont se tromper. La plupart des gens qui vont te call certains trucs vont se tromper. Quand j'entends, j'en parlais d'ailleurs hier dans une vidéo ou avant-hier, quand j'entends des youtubeurs qui font 30, 40, 50 000 abonnés, qui ont 30, 40, 50 000 abonnés, qui vendent des choses et qui sont même pas capables d'expliquer clairement, techniquement, ce qu'ils pensent, enfin, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça vraiment dommage et que du coup, la plupart des gens vont se faire complètement berner par des youtubeurs qui vont faire des placements de produits ou bien même s'ils font pas de placement de produits, qui vont vendre un peu n'importe quoi pour soutenir leur travail, alors qu'en fait, c'est un travail qui ne mérite pas grand-chose en termes de soutien. Donc en fait, je pense que le plus important, c'est encore une fois de se recentrer sur ce qui fonctionne. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est la technique, les analyses techniques, le fait d'avoir des graphiques qui ne peuvent pas être trafiqués, qui ne sont pas trafiqués. Je veux dire, ça, c'est l'analyse du prix. Et seul le prix a raison. Seul le prix vous dira la vérité. Si le cours a envie de monter, c'est le prix qui va vous montrer que le cours monte. Si le prix a envie de descendre, c'est le prix qui va vous montrer que le cours descend. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'élément fondamental sur lequel je me focalise et je suis vraiment expert sur ça. Ensuite, concernant la dernière chose dont tu parlais, quand tout le monde prévoit la même chose et le clame partout, c'est généralement l'effet inverse. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout, tu as complètement raison. Mais c'est pour une raison très simple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin que la majorité se trompe pour que très peu de personnes gagnent de l'argent.
Typiquement, si les très gros de ce monde ont envie d'acheter ici et de vendre là, par exemple, bah, ils ont besoin de faire croire à tout le monde qu'il faut vendre, et du coup la majorité va vendre, donc il fallait acheter. Et ici, on va leur faire croire qu'il faut acheter, donc la majorité va acheter alors qu'il fallait vendre. Et ça, c'est de partout pareil. Je veux dire, c'est pas seulement le cas sur BTC, on pourrait prendre ETH, on pourrait prendre Tezos, on pourrait prendre Netflix. C'est exactement la même chose. Après, il y a des choses qui sont logiques, des choses qui le sont moins. Mais globalement, voilà ce que je peux te dire, sur ça. Il y a des choses qui sont vraiment logiques et d'autres qui le sont moins. Par exemple, sur Netflix, si je prends le point haut, le point bas ici, que je prends le point haut, bah, je sais que globalement, dans cette zone, entre les 0,61,8 et les 0,786, on va avoir potentiellement du retournement. Et si ce n'est pas le cas, on aura la zone entre les 0,786 et les 0,886. Bon, bah ici, c'est facile de dire que est-ce que là, on est dans notre zone? Non, donc on risque de baisser encore beaucoup. Ok, ici, est-ce qu'on est dans notre zone? Oui. Est-ce qu'on a un marché de retournement? Bah oui, on a un premier bottom, on rebondit, deuxième bottom, on rebondit, W weekly, un gros W weekly, derrière on fait un pullback et derrière extraction à la hausse, donc derrière on casse et on accélère à la hausse. Donc forcément que derrière, ben, on sait que le cours va monter. Et donc ici, c'est très facile de prendre un setup où on vise entre le premier TP est ici, deuxième TP doit être à peu près par là, troisième TP plus haut. Je vais vous dire rapidement, clac. Ouais, deuxième TP est aux alentours des 500 $. Et donc on a premier TP aux alentours des 464 $, deuxième TP aux alentours des 500 $. Mais voilà, je veux dire, c'est des choses qui sont simples, graphiquement parlant, techniquement, il faut juste apprendre à les faire, les appréhender correctement. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai répondu correctement à ces questions. En tout cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je ne sais pas si le format vous plaît. Mais voilà, je trouvais ça vraiment intéressant pour vous apporter peut-être autre chose qu'une analyse technique classique ou qu'une analyse classique d'un marché. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.